Vous le savez, hein, ici on parle vélo, ici on parle cyclisme. Le coup tordu, très content de vous retrouver pour un 401e épisode du coup tordu. Le coup tordu, c'est des interviews, c'est des previews. Le coup tordu, c'est le podcast des passionnés pour les passionnés. Je vous retrouve en solo pour ce 401e épisode du coup tordu. Vous retrouverez bien évidemment très bientôt Latib et Enzo dans un prochain podcast. L'année qui se termine tranquillement, ça commence à sentir tranquillement la reprise. Je vous retrouve pour un épisode consacré au PLT 2026 parce qu'il y a 2-3 petits paris long terme qui me semblent quand même assez évidents. Et puis on va parler cyclocross également parce que on vous en a pas parlé dans le coup tordu, mais désormais on peut parier en France sur le cyclocross. Voilà, il y a des épreuves qui sont accessibles au betting et j'en profite bien évidemment pour rappeler l'évidence. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas parlé paris sportifs dans le coup tordu. Jouer avec excès comporte des risques. Surtout ne faites pas n'importe quoi et dans le lien de l'épisode, je vous laisse le numéro de téléphone de Joueur Info Service. Le coup tordu, c'est donc des interviews et des previews. Je remercie encore une fois toutes celles et tous ceux qui sont venus dans le podcast depuis le début de cette trêve hivernale. Pierre Barbier, Pierrot qui était avec nous dans le dernier épisode du coup tordu. On l'embrasse encore une fois. Pierre Barbier qui est transféré du côté de la Terengganu, équipe malaisienne. Il nous a raconté un petit peu ses objectifs et puis comment s'est fait le transfert et ses objectifs pour l'année 2026. Clémence Latimier également de l'équipe Ma Petite Entreprise, première féminine et c'est loin d'être la dernière qu'on a reçue dans le podcast. D'ailleurs, mini aparté, Samuel alias le Ractagaz, c'est pas un secret, vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, il a passé plusieurs jours avec la team Ma Petite Entreprise, emmenée par Michael Amand et par Vincent Lavenu. J'ai échangé avec Samuel, il est dithyrambique sur le projet. Voilà, je vais pas spoil tout ce qu'il a à vous raconter, mais vraiment ça prend forme. Ma Petite Entreprise, on avait eu Michael il y a quelques mois dans le podcast et on n'a pas fini d'entendre parler de cette équipe féminine. On refait un gros big up également à Alexis Guérin, à Lucas De Rossi, à Yanis Voisard, Corentin Denoli également, notre tennisman préféré, ou encore Francesco, l'un des managers phares de Side Limit. Voilà, tous ces épisodes sont disponibles. Alors le coup tordu, des interviews et des previews, on est loin d'avoir terminé notre période d'interview de cette intersaison 2025-2026. Alors sont encore prévus André Amisud et Jordan Jegat. Alors les coureurs actuellement sont en stage, c'est un petit peu compliqué de les choper, mais voilà, ils m'ont donné leur accord, donc on va les avoir très bientôt, bien évidemment, dans le podcast. L'ami Guillaume Soula, également d'Eurocycling. Alors Guillaume, il est parti en Australie, il va revenir au début du mois de janvier, donc l'interview se fera en 2026. Guillaume Soula, qui est passé DS du côté d'Eurocycling, il a été coureur pendant très longtemps dans cette équipe. À savoir qu'il y a un partenariat entre l'équipe martiniquaise de Stéphane Bennett, Steph Bennett qui avait deux équipes, donc cette équipe martiniquaise qui s'appelle la Jeunesse Cycliste et l'équipe Eurocycling, et il va y avoir un partenariat entre les deux formations, ce qui va permettre à des coureurs martiniquais de pouvoir aller tutoyer de temps à autre un niveau supérieur. Donc ça, vraiment, c'est des projets qu'on aime bien dans le coup tordu, c'est des choses dont on aime bien vous parler. Donc on parlera de tout ça bien évidemment avec Guillaume Soula, et vous allez voir, Eurocycling, c'est une aventure, c'est une équipe extraordinaire de dingue. Je pense qu'il a plein d'anecdotes à nous raconter, à vous raconter. On est pressé de recevoir Guillaume dans le coup tordu. Il y en a un que vous êtes pressé d'entendre également, vous arrêtez pas de m'envoyer des messages pour sa venue dans le podcast. C'est Florian Pigeon d'Eurosport qu'on aura courant du mois de janvier pour attaquer la nouvelle saison. Il y aura bien évidemment les podcasts Mercato, Valentin Gosse, le big boss de Side Limit, qui sera de retour pour vous présenter l'année 2026 de Side Limit. Et puis François également, rappelez-vous de François, cet ancien trader en paris sportif qui a bossé ces deux gros bookmakers français pendant une dizaine d'années. C'est lui d'ailleurs qui a l'épisode le plus écouté de toute l'histoire du coup tordu, en tout cas sur les plateformes de podcast. Et François sera de retour, voilà, pour un deuxième épisode, donc consacré au secret des bookmakers. Voilà, François que vous retrouverez pareil dans les jours, dans les semaines qui viennent. C'est un épisode qu'on essaiera de mettre en place également sur Twitch pour vous permettre d'interagir et pour également lancer la chaîne Twitch du coup tordu. Alors vous remarquerez un petit truc, parce que là je vous vois en train d'écouter le podcast à la maison, dans les voitures, le matin en allant travailler. Vous êtes en train de vous dire, mais Vincent il est mignon, il est bien gentil. On a eu la 399e épisode du coup tordu avec Pierre Barbier, le 399e. Là on passe au 401e. Pendant des semaines et des semaines, il nous a teasé une grosse surprise pour le 400e épisode. Alors qu'est-ce que c'est que cette surprise? Où on en est? Qu'est-ce qui se passe? Alors je vais tout vous dire, je suis totalement
totalement transparent. On avait quelque chose qui était prévu le 8 décembre dernier. Ça devait se passer, voilà, on devait enregistrer l'épisode dans un studio de podcast avec un invité. Voilà, je remercie encore une fois l'équipe de la cabine de Paris qui nous accueillait pour ce podcast, hein, Steph et Perrine. D'ailleurs, allez vous abonner à la cabine de Paris. Voilà, nouveau studio de podcast à Paris, en plein centre de Paris. Donc vous pouvez voir à quoi ça ressemble, hein. C'est un lieu qui est super sympa. Donc vous les retrouvez notamment sur Instagram, la cabine de Paris. Ils sont sur Instagram et sur TikTok. On devait faire une émission. Voilà, on devait faire une 400e. C'était prévu depuis plusieurs semaines. Thibaut avait pris son billet de train. On devait enregistrer. Malheureusement, il y a eu un impondérable, quasiment la veille au soir. Et cette émission n'aura pas lieu. Voilà, cette émission n'aura pas lieu. J'ai envie de vous dire, en 3 ans, c'est le premier vrai couac de toute l'histoire du coup tordu. C'est la première fois que je vous promets un truc, mais que je ne peux pas aller au bout de ma promesse. C'est des impondérables, ça arrive. Ceci dit, on garde l'idée et on retient un petit peu la leçon de ce qui s'est passé et on va essayer de développer des choses. Moi, je vous en parle depuis quelques semaines maintenant. J'ai envie que pour cette 4e saison du coup tordu, on aille encore de l'avant, qu'on puisse réussir à développer des partenariats. D'ailleurs, je vous dis, hein, il y a un pack partenaire. Je vous l'avais pas dit, mais je vous l'annonce. Voilà, il y a un pack partenaire qui est en préparation avec les audiences qu'on fait dans le coup tordu. On est à 234 000 écoutes depuis la création du podcast uniquement sur les plateformes de podcast, hein. Je prends pas en compte les écoutes YouTube. On se classe très régulièrement dans le top 100, dans le top 60, des fois dans le top 50, top 40 des podcasts de sport les plus écoutés en France. Il y a bon nombre de podcasts qui font des scores qui sont inférieurs aux nôtres, qui arrivent à trouver des partenaires. Donc moi j'ai aucun doute là-dessus qu'on a développé une audience, qu'on a un projet qui est véritablement très intéressant pour d'éventuels partenaires. Donc voilà, je le redis simplement, on va dire que les seuls, corps de métier avec qui on ne va pas traiter entre guillemets, c'est les bookmakers. Voilà, on ne fera jamais de partenariat avec un bookmaker. Mais on est en train de préparer un site internet. Voilà, je suis en train de travailler dessus, qui sera un site vitrine, et on va lancer des offres de partenariat pour voir, voilà, quels sont les partenaires qui veulent rejoindre le coup tordu. Je pense qu'on peut réussir à faire des choses qui sont vraiment gagnantes pour tout le monde. Alors, je vous le dis aussi, pour vous qui êtes à l'écoute du coup tordu, on va pas le faire pour l'argent. C'est pas le but du jeu. Maintenant, si on a envie de se développer, qu'on a envie d'aller encore plus loin, il va nous falloir de l'argent pour le faire. Je vous donne un exemple. Par exemple, on rencarde un coureur. On peut venir enregistrer le podcast près de chez lui, dans sa ville. Ce qui serait sympa, par exemple, ça serait de pouvoir organiser pour les auditeurs du podcast aussi un petit rendez-vous, un petit rencard, vous permettre de participer au podcast, le filmer bien évidemment pour qu'il soit disponible sur YouTube, parce que moi j'ai aussi envie de développer toute la partie vidéo qui est la grosse partie manquante pour l'instant du podcast. On est très très bien sur l'audio, il faut qu'on réussisse à développer la vidéo et c'est vraiment l'objectif pour cette saison 4. Donc tout ça, ça demande des moyens. Vous l'avez compris, bien évidemment. Les petites pubs que vous entendez en début de podcast, ça ne suffit pas à monétiser suffisamment le projet. Voilà, il faudra qu'on investisse, je pense, dans un tout petit peu de matériel, l'achat de quelques micros, quelque chose pour avoir un son correct, pour filmer correctement. Puis il y aura aussi un petit peu des frais de déplacement. Donc c'est pour tout ça que j'ai envie de lancer cette offre, cet appel aux partenaires. Et encore une fois, je vous le dis, il y aura des possibilités de faire, je pense, du gagnant-gagnant véritablement. Donc je vais vous en dire un petit peu plus dans les jours et dans les semaines qui viennent, et il y aura un site internet qui va voir le jour très très vite. Pour attaquer ce podcast, on va parler actualité vélo. Alors j'ai pas mal de choses à vous raconter, il y a eu pas mal d'interviews qui sont sorties ces derniers jours que je vais un petit peu vous débriefer, puis on débriefera, on en discutera bien évidemment derrière sur les réseaux sociaux. Alors première actualité, j'enregistre cet épisode le mercredi 17 décembre, on a eu aujourd'hui le parcours de Paris-Nice, et je peux vous dire que ça me fait chaud au cœur, ça me fait vraiment chaud au cœur. Tous les ans, sur Twitter, sur X, j'appelle de mes vœux à voir une première étape de Paris-Nice venir dans mon coin. Voilà, ceux qui me connaissent, je suis de la ville de Triel-sur-Seine. Pour ceux qui avaient acheté le premier bouquin Parier sur le cyclisme qu'on avait sorti avec Rémi Gémeaux en 2021, moi c'est ce que j'explique. Mon histoire avec le cyclisme, elle a démarré au Trophée des Grimpeurs en 1981. J'avais 5 ans, on était sur la place de Chanteloup-les-Vignes au pied
au pied de l'ascension principale que les coureurs vont emprunter pour cette première étape de Paris-Nice, et j'avais interpellé à l'époque un coureur qui était totalement inconnu, qui s'appelle Stephen Roche. Voilà, j'avais 5 ans, j'ai crié son nom, il s'est retourné, et quelques années plus tard, la même année, il a claqué le Giro, le Tour de France, le championnat du monde, et il y a que Tadej Pogačar qui a réussi à renouveler cet exploit très très récemment. Donc pour moi, mon histoire d'amour avec le vélo a débuté à cet endroit-là. Donc pour moi, c'est une émotion de voir Paris-Nice débuter ce jour-là, double voire triple émotion. En haut de cette côte, il y a la stèle du regretté Pascal Jules. On a parlé longuement dans le dernier épisode avec Pierre Barbier de son fiston Justin Jules, que je rêve, mais vraiment que je rêve un jour de pouvoir interviewer dans le coup tordu. Donc je trouve ça bien que hommage soit rendu à Pascal Jules en haut de l'ascension du Trophée des grimpeurs. Et c'est aussi une étape que je connais par cœur, parce que je roule pas souvent, je cours beaucoup, mais c'est vraiment les endroits dans lesquels j'ai le plus couru dans ma vie. Et je peux vous dire que la petite ascension, la côte de Chanteloup-les-Vignes, même si derrière les coureurs vont traverser le plateau de Lotil avant de redescendre sur Triel-sur-Seine et aller sur Carrières-sous-Poissy, celle-ci, elle va vraiment piquer. Donc on aura l'occasion de reparler de tout ça. Quoi qu'il en soit, je serai présent à l'arrivée de la course, au départ bien évidemment à Carrières-sous-Poissy pour la présentation des coureurs. Donc ça sera aussi pour ceux qui sont dans le coin, ça sera aussi l'occasion de se voir. On en parle depuis un petit moment, voilà, de se voir un petit peu, faire des rendez-vous dans le coup tordu. Donc voilà, là ça sera le cas pour cette première étape du Paris-Nice 2026. Je vous ai parlé du bouquin également, donc Parier sur le cyclisme, qu'on avait sorti en 2021. Je vous le tease depuis un petit moment. Le volume 2 est en cours de préparation. Alors je vais pas vous faire un grand teasing comme j'avais fait sur les réseaux sociaux en 2021. Voilà, là vous le savez qu'il y a un volume 2 qui est en prépa. Il est terminé à 85-90%. Il me reste la dernière partie, c'est la partie Side Limit. J'attends les annonces de Valentin. D'ailleurs je vous le dis, Side Limit est réouvert depuis quelques jours. Vous pouvez acheter des cartes sur le marché secondaire. Valentin va faire des annonces. Voilà, on va connaître un petit peu les modalités du jeu pour l'année 2026. On va savoir un petit peu comment ça va fonctionner. Donc voilà, j'attends simplement les annonces de Valentin pour bûcher sur le dernier volet de ce deuxième volume de Parier sur le cyclisme. Et voilà, une fois que j'ai tous les éléments, je vais faire ça. Puis après, bien évidemment, vous savez comment ça se passe. Il y aura de la relecture, faudra faire une couverture, faudra rajouter des petites choses, faudra réfilocher. Ça sera un deuxième volume qui sera beaucoup plus précis. Enfin, beaucoup plus précis. Le premier volume était précis. Voilà, vraiment quand je relis le premier volume, je retire absolument rien de ce qu'on avait écrit. Je retire pas un mot, pas une ligne, pas une phrase de ce qu'on avait écrit en 2021 avec Rémi. Voilà, sur ce volume 2, ça va être plus technique, on va aller plus dans le détail. Donc j'aurai l'occasion d'en reparler bien évidemment, mais j'espère vraiment le sortir pour 2026. L'autre actualité du jour, c'est le parcours de la Vuelta. Alors je vais pas trop rentrer dans le détail, il est sorti juste avant l'épisode. Montagne, c'est de la Vuelta. On en reparlera avec Thibaut et Enzo qui sont plus spécialistes des parcours que moi. Voilà, je pense qu'ils vous apporteront plus de détails et plus de rigueur sur ce parcours de la Vuelta 2026. On en reparlera très très vite. Alors je voulais revenir sur plusieurs interviews qui sont qui ont été diffusées récemment dans différents médias. Première interview, c'est l'interview de Christian Kadestadt qui travaille avec Carrera, l'agent de Tadej Pogačar. Donc interview que vous retrouvez sur la chaîne YouTube de Samuel, sur la chaîne YouTube du Ratagaz. Et Samuel lui posait une question qui fait pas mal débat dans le cyclisme. Est-ce que le cyclisme est en train un petit peu de se footballiser, à savoir qu'on voit de plus en plus de coureurs qui cassent leur contrat pour aller dans d'autres équipes. Et ça, dans le cyclisme, c'est quelque chose qui est très nouveau. À l'époque, ça n'existait pas. Donc, il a posé la question à Christian. Et Christian, je trouve, a eu un bon argument. C'est d'expliquer que eux, en tant qu'agents de coureurs, ils ne font rien contre la volonté d'un coureur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Maxime Van Gils va de la Lotto à la Bora, à l'époque, ça avait fait polémique, c'est que Maxime Van Gils, à un moment donné, a émis le souhait de quitter la Lotto pour la Bora. Donc, lui, en tant qu'agent, il n'est pas l'agent directement de Maxime Van Gils, mais en tout cas, dans l'équipe de Carrera, eux, en tant qu'agent, et ça s'entend, ça se comprend, leur travail, c'est de répondre aux souhaits du coureur et d'essayer d'aller trouver le meilleur contrat possible et, de trouver un petit peu les failles juridiques pour passer d'une équipe à une autre. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Alors, un petit peu comme dans tout, il y a du pour et il y a du contre. Moi, je repense à un exemple parce qu'il est revenu dans les médias ces dernières heures. Notre copain Cédric Vasseur qui a donné 2 interviews. Revenons en 2017. Et imaginez-vous qu'en 2017, au moment où Cédric Vasseur récupère la Cofidis, il veut pas de Nasser Bouhanni.
il n'en veut pas. De manière très claire, tout de suite, ça va très mal se passer d'entrée entre les deux. Il avait fait son choix, je pense, avant d'arriver à la Cofidis, il voulait pas de Nasser. C'est clair, net et précis. Sauf que Nasser, à cette époque-là, il est complètement bankable. Il est dans le top 3 des meilleurs sprinteurs du monde. Alors, il a un très gros contrat à la Cofidis, il est le coureur français le mieux payé, mais vu son niveau à ce moment-là, je pense que Nasser n'aurait eu absolument aucun souci à retrouver une équipe. Donc si cette histoire s'était produite en 2025, Nasser aurait simplement fait casser son contrat assez rapidement, aurait été courir dans une autre équipe, aurait été probablement chercher la victoire, la seule victoire qui lui manque à sa carrière, une victoire d'étape sur le Tour de France. Donc il y a du pour, il y a du contre, mais quand on réfléchit aux choses sous cet angle-là, voilà, je trouve que c'est pas automatiquement une mauvaise chose que quand un coureur se sent mal dans une équipe ou quand un manager ne veut plus d'un coureur, plutôt que de lui bader la tête pendant des mois et des mois, autant clôturer l'histoire et aller voir autre chose. Bien évidemment. Alors Cédric Vasseur, il m'a quand même amusé dans l'interview, notamment l'interview qu'il a donnée à Cyclisme Actu. Je trouvais que le garçon qui l'interviewait, ça pompait quand même un petit peu, gentiment, l'interview est bien, voilà, je le dis de manière bienveillante, mais voilà, ça pompait quand même un petit peu le dard. Donc voilà, Cédric Vasseur, à un moment donné, il a quand même parlé de harcèlement, quoi. Il a dit qu'il avait été un peu victime d'une campagne de dénigrement, de harcèlement. Alors, j'espère encore quand même qu'en 2025, on a encore le droit de juger sportivement, d'avoir un avis sportif sur le travail de quelqu'un. Nous, en tout cas, dans le coup tordu, moi, personnellement, je me suis souvent révélé critique à l'égard des choix de Cédric Vasseur, à l'égard de son management, et je suis pas le seul, quand on voit tout ce qui est sorti, les différentes interviews de coureurs. Alors lui, il dit qu'il y a quelque chose qui aurait été peut-être orchestré, une cabale contre lui. Après, tout n'a pas été nul du côté de la Cofidis. Encore une fois, les 2 victoires d'étape sur le Tour de France 2023, ça, personne ne peut lui enlever. Ça, j'ai absolument aucun souci là-dessus. Maintenant, je redis ce que j'ai dit depuis des années et des années sur Cédric Vasseur, et c'est pour ça que moi j'ai vraiment été très déçu. C'est que Cédric Vasseur, je sais, je me répète, mais je le redis, Cédric Vasseur pour moi a été un coureur iconique, a été l'un des meilleurs commentateurs qu'on ait eu. Il commentait sur la télé belge, il était très très bon. Et en matière de management, c'était beaucoup plus discutable. Alors maintenant, moi j'ai un souhait, parce que j'aime bien qu'on se projette vers l'avant. J'espère qu'on va réentendre à un moment donné Cédric Vasseur commenter des courses. Même de manière occasionnelle, je sais pas sur quelle chaîne, je sais pas sur quel support, mais voilà, je trouve qu'il a ce truc. Des fois, il y a des gens qui sont bons pour dire, voilà, pour expliquer, et puis pour faire, c'est un peu moins bien. Alors il a fait, évidemment, il a fait du côté de la Cofidis, ça je renie pas. Mais voilà, je trouve que c'est en tout cas, je suis très fan de Cédric Vasseur aux commentaires, et j'espère qu'on pourra j'espère que moi, en tout cas, en tant que public, j'espère pouvoir le réentendre commenter des courses, un de ces 4. On va revenir également sur l'interview de Benjamin Thomas, très très bonne interview dans Vélo Futé, ça rejoint un petit peu ce que je disais sur Cédric Vasseur. Alors il a pas voulu torpiller Cédric Vasseur quand la question lui a été posée, il a clairement expliqué que Vasseur l'avait fait croquer pendant des années, que Vasseur lui avait fait confiance, qu'il avait réussi à atteindre des objectifs grâce à lui, donc il a pas voulu du tout tirer sur l'ambulance. Il a un petit peu plus, on va dire, tiré, vous regarderez l'interview, vous ferez votre idée par vous-même sur, on va dire, le fonctionnement global de la Cofidis en 2025, à savoir qu'à un moment donné, il manquait des points. Donc au moment où les coureurs commencent à couper, ils ont fait un très bon début de saison, ça c'est vrai. Et au moment où les coureurs coupent, on va dire, sur la période du printemps pour refaire du jus et se repréparer pour le Tour de France, eux, ils ont continué à courir. Voilà, ils ont fait les 4 jours de Dunkerque, ils ont fait des choses comme ça. Benjamin Thomas est dans le top 5 des coureurs qui ont le plus couru en 2025. Donc c'est pour ça que les coureurs de la Cofidis sont arrivés littéralement cramés sur le Tour de France. Donc ils sont en train de réajuster tout ça. Ça rejoint également ce que nous disait Pierre Barbier dans le dernier podcast. Il connaît un petit peu Raphaël Jeune, donc ils sont en train un petit peu de réorienter le projet. Donc les coureurs de la Cofidis vont courir moins mais mieux, si on en croit les propos de Benjamin Thomas. Et il a dit un truc très intéressant dans l'interview qui est un petit peu passé au travers des radars, et ça on en avait parlé, rappelez-vous, avec Enzo, parce qu'avec Enzo on a fait un
un épisode, c'était pas le dernier épisode, mais l'avant-dernier avec pas le dernier avec Pierre Barbier, mais celui d'avant, on avait décortiqué le parcours du Giro 2026 et avec Enzo, on évoquait la possibilité éventuelle que la Cofidis fasse l'impasse sur le Giro. Et c'est exactement ce que Ben Tom a expliqué. Alors la décision officielle n'est pas prise. Pour Cofidis, il y a des énormes enjeux, des énormes intérêts en Espagne, donc la Cofidis fera obligatoirement la Vuelta. Le Tour de France, bien évidemment, c'est pas un sujet, mais il se pourrait que la Cofidis, afin de garder du jus et d'épargner un petit peu ses coureurs, fasse l'impasse sur le Giro. En tout cas, il l'a évoqué dans l'interview et je pense que ça doit être un sujet au sein de l'équipe. Alors maintenant, on revient à ce qu'on se disait avec Enzo sur le 398e épisode du Coup Tordu. Quid de la troisième équipe invitée sur le Giro? Si la Cofidis n'est pas là, on sait que la Polti et la Bardiani vont être invités, ça, il n'y a absolument aucun sujet. Alors là, tout le monde est en train de se dire, vous êtes en train de vous dire Lavini Fantini, oui, mais Lavini Fantini ne fait pas partie du top 30 UCI. Et même s'il y a la fusion entre Lotto et Intermarché et que Arkea disparaît, il faut absolument avoir été dans le top 30 UCI en 2025. Lavini est 32e, donc Lavini, ça ne sera pas possible. Donc pour moi, il reste 3 solutions, si vous voulez. Il reste Total Energy qui pourrait pourquoi pas briguer un ticket pour le Giro, la Cara Rural ou la Burgos. Pour moi, ça sera une de ces 3 équipes qu'on devra retrouver, sauf si bien évidemment l'organisation du Giro a Unibet, ça va dépendre. Est-ce que si Unibet réussit à avoir un ticket pour le Tour de France, et c'est quand même relativement bien parti d'ailleurs, allez voir la vidéo d'arrivée de Clément Venturini. Ils sont géniaux chez Unibet. C'est vraiment, même celle de Reisensberg qui arrive aussi à la tête Unibet, il y a du storytelling. Enfin voilà, c'est des maîtres en la matière. Et franchement, la vidéo de l'arrivée de Clément Venturini, je sais pas si elle est peut-être encore mieux que celle de Victor Lafay. Enfin franchement, c'est vraiment top de chez top. Donc TDT, est-ce qu'ils ont l'effectif pour faire de front le Tour de France et le Giro? Je pense pas. Alors s'ils n'ont pas de ticket pour le Tour de France, ils vont peut-être demander à faire le Giro. Mais voilà, pour moi, si vous voulez, la Cara Rural devrait pas faire la Vuelta vu qu'ils l'ont faite cette année. Pareil pour la team Burgos, donc ça laisse des opportunités. Et Total Energy a pour moi l'effectif pour aller amener une équipe sur le Giro pour faire 2 grands tours la même année. Donc pour moi, en logique, ça devrait jouer entre ces 3 équipes. Très rapidement, on revient aussi sur la conférence de presse de Juan Ayuso du côté de la Lidl Trek. Alors pas grand chose à retenir dans ce qu'il a expliqué, simplement l'attitude. Moi, j'ai pas vu un Juan Ayuso comme ça chez UAE depuis très longtemps. Il y avait des sourires, il y avait des rires. Ça veut pas dire que tout va bien se passer du côté de la Lidl, ça veut absolument augurer de rien, mais ça rigolait. Et ça, pour moi, ça traduit déjà un certain état d'esprit. Ça veut dire que pour moi, les choses sont parties plutôt dans le bon sens. Voilà, j'ai rien à dire de plus, mais en tout cas, j'ai trouvé qu'il y avait un signal positif sur l'arrivée de Juan Ayuso du côté de la Lidl Trek. Bien évidemment, après, à vérifier, ça se fera à la pédale, comme on dit. Et puis enfin, on va revenir aussi toujours chez nos amis de Vélo Futé. Dominique Serriès, donc le patron de Decathlon CGA CGM. Donc voilà, j'espère que j'ai bien prononcé l'équipe qui a fait une très très belle interview dans Vélo Futé. Vraiment, l'interview était top, il explique plein de choses. Alors, professionnellement, il y a 0 souci. Ils sont en train de... Ils vont réaliser ce qu'ils veulent en fait. Ils sont en train de chercher à internationaliser l'équipe. Clairement, ça va plus être une équipe française. Si dans 2 ans, Sexas se barre chez UAE, voilà, ça sera bonnet blanc, blanc bonnet, comme on dit. Donc voilà. Il y a de la compétence, il sait mettre les équipes en œuvre, il sait faire. Ça, j'ai aucun souci là-dessus. Tout est cohérent, il y a pas de souci par rapport à ce qu'ils veulent mener. Maintenant, quel besoin d'aller remettre encore un taquet à Vincent Lavenu. C'est la petite phrase que personne n'a relevée. Je pensais qu'elle allait être relevée, personne ne l'a relevée. J'aurais pu la prendre pour les réseaux sociaux du Coup Tordu. On n'a pas fait, mais voilà, entre guillemets, il le traite. Il parle d'un artisan. Voilà, il explique que l'équipe était gérée par un artisan. Alors déjà, je trouve ça hyper condescendant pour les artisans, mais condescendant au possible, parce que voilà, on a des artisans extraordinaires qui font tourner le pays. Donc lâcher ce terme de manière, on va dire, condescendante quand on sait les rapports qu'il a avec Vincent Lavenu. Donc j'ai juste trouvé ces petites phrases, encore une fois, pas classe. J'ai trouvé ça pas classe, j'ai trouvé ça pas élégant. Je pense qu'ils auraient pu, je le redis encore une fois, ils auraient pu mettre en place et faire ce qu'ils font à l'heure qu'il est, de manière beaucoup plus élégante. Voilà, c'est juste la forme qui me titille un petit peu, pas le fond, mais la forme.
Après, encore une fois, je suis qu'un spectateur extérieur. Je sais pas les tenants et les aboutissants, mais voilà, je trouve qu'après Vincent Lavenu, après tout ce qu'il a fait dans le cyclisme, et puis voilà, bon, il revient du côté de ma petite entreprise, et voilà, on va se projeter vers l'avenir, mais voilà, le petit tacle comme ça, là, placé au milieu de l'interview, je trouvais que c'était complètement inutile. On va passer sur le cyclocross d'Anvers qui a lieu ce week-end. Alors, je vous avais envoyé un petit bet sur les réseaux sociaux pour le cyclocross de Namur qui a eu lieu le week-end dernier. Je trouvais que MVDP Mathieu Van Der Poel côté à 1,20, je trouvais ça ultra value, je lui donnais un bon 97% de chance de remporter la course, donc à partir de là encore une fois c'est value. Je rappelle le jeu dans le betting, il y a un jeu et un seul, vous pouvez le tourner dans tous les sens, des fois on me tombe dessus, les petites cotes, gna 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 gna. Il y a un jeu et un seul, le jeu c'est de battre la cote, vous pouvez faire du vélo, du foot, du bilboquet, du ping-pong, ce que vous voulez. Le jeu, c'est de battre la cote. Il n'y a qu'un seul jeu, c'est celui-ci. Que la cote, elle soit à 5000 ou qu'elle soit à 1,003, le jeu, c'est de battre la cote. Donc pour moi, Mathieu Van Der Poel, à 1,20 à Namur, ça battait la cote. Alors après, si on regarde le film de la course, c'est vrai qu'il n'a pas gagné avec un écart si énorme. Il a dit après la course qu'il était un tout petit peu moins bien que les autres années. Bon, c'est du MVDP, c'est du Mathieu Van Der Poel. En attendant, bon, j'ai l'impression qu'il a gagné la course quand même après avoir chuté. On rappelle qu'une chute en cyclocross, on atterrit dans des talus, les vitesses sont moins élevées que sur la route, donc bon, c'est quand même beaucoup moins impactant que sur la route. Ça fait entre guillemets un petit peu partie du jeu. Alors, ce qui est intéressant pour la course d'Anvers qui a lieu ce week-end, c'est qu'on a le retour de Wout van Aert. On n'a pas encore de cotation pour cette course. Donc je peux pas vous dire si je vais prendre un bet ou pas, vu que je ne sais pas si ça battra la cote. Moi je donne 77,5% de chance de gagner à Mathieu Van Der Poel. Voilà, donc ça, vous en faites ce que vous voulez. Ensuite, bien évidemment, ça sera réadapté en fonction de la cote. Est-ce que ça sera value, est-ce que ça sera pas value, à réadapter et ensuite adapter la mise en fonction des probabilités d'occurrence dont on a déjà longuement parlé dans le podcast. Pour moi, Wout, voilà, quand ça revient de stage, il y a toujours un petit moment, il y a toujours besoin un petit peu de rythme pour réallumer. Il y a des mecs dès qu'ils rentrent de stage, ils allument direct. Wout, faut souvent un petit peu de reprise. Et puis surtout Mathieu Van Der Poel, je pense qu'à Anvers, il va être meilleur que ce qu'on a vu à Namur. Il était en reprise à Namur. Il va aussi un petit peu surcompenser, il va aussi un petit peu reprendre ses marques. On sentait qu'il manquait de repères. Je l'ai regardé un petit peu la course de Namur, ça manquait un petit peu de repères. Il va très très vite corriger ça. Donc voilà, 77,5% de chance de gain, de gagner pour Mathieu Van Der Poel. Donc pour moi voilà, du 1,50 ça serait vraiment très très bon à prendre. Et je pense que ça va sortir à peu près à ça. Je pense que la victoire de Van Der Poel devrait sortir entre 1,50 et 1,60, sachant que Wout van Aert sera dans l'équation. Si Wout van Aert n'avait pas été là, Van Der Poel serait clairement sorti à 1,10 et là on aurait réévalué bien évidemment les chances de victoire de Mathieu. Mais voilà, on va être là-dessus et je vous confirmerai bien évidemment le bet sur les réseaux sociaux, sur le X du coup tordu. Donc j'enregistre mercredi soir, je pense qu'on devrait avoir des bets. Allez, jeudi, vendredi. Du côté des autres PLT qui m'intéressent, on va parler de Poggi, de Tadej Pogačar. On va parler de son programme pour cette année 2026. Donc vous l'avez vu, pas de course d'une semaine jusqu'au Tour de Romandie. Il va faire 2 tours d'une semaine avant le Tour de France. C'est la Romandie et le Tour de Suisse. Donc pas de Paris-Nice, pas de Tirreno Adriatico. Pareil, ils zappent également les tours d'une semaine en Espagne, que ce soit au Pays Basque ou en Catalogne. Pas d'UAE Tour non plus pour Tadej Pogačar. Des classiques, voilà, ça va enchaîner sur les classiques. Pour l'instant, pas de bête au niveau des Strade Bianche, mais avec Thibaut, on est quand même assez raccord, on en reparlera, mais bon, ça sent quand même la course qui va, je pense qu'il aimerait bien partir en trophée Baraki avec Isal del Toro et lui offrir la victoire, donc on reparlera de tout ça. Bon, je pense qu'ils peuvent avoir quand même un petit caillou dans la chaussure avec Paul Sexas si il traverse bien son hiver, mais on parlera de tout ça évidemment. Donc pour le Tour des Flandres, pour moi, on a un Tadej Pogačar à 1,8. Pour moi, c'est ultra méga bon à prendre. Pourquoi ? Parce que Pogačar vise Paris-Roubaix et il vise Milan-San Remo. Ce sont ses 2 objectifs principaux de cette année 2026. Donc ça veut dire qu'il va être en plein milieu de son Tour de Flandre, de son pic de forme. Roubaix étant situé à 1 semaine des Flandres, il va forcément être au taquet. En plus, il va pas être usé parce qu'il va pas courir énormément, donc il va arriver aussi avec beaucoup d'envie, avec beaucoup de fraîcheur. Je pense que toutes les classiques qu'il va faire, il va viser bien évidemment des résultats dessus. Il va pas venir pour enfiler des chaussons à 1000 pattes comme disait
notre ami Jay Hindley. Donc pour moi 1,8 c'est vraiment, pour moi ça vaut du 1,30 en réalité, hein. Donc voilà, 1,8 pour moi c'est vraiment très 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 bon à prendre. Je partirais donc Tadej Pogačar en PLT sur le Tour des Flandres à 0,55% de bankroll. On va parler également du Tour de France 2026. Alors ça c'est déjà des pics que j'ai mis sur les réseaux sociaux et beaucoup ne les ont pas compris. On va dire ouais, tu penses que Pogačar va pas gagner le Tour en 2026. J'ai pas dit que Pogačar allait pas gagner le Tour en 2026, c'est pas ça, j'ai dit simplement que il y avait peut-être des éléments qui pouvaient faire qu'on puisse réussir à battre la cote. Et encore une fois, voilà, je vais vous expliquer un petit peu ma vision des choses. Alors je me suis planté, hein. Je pensais qu'il allait faire l'impasse sur le Tour de France en 2026, j'avais évoqué cette possibilité, je le sentais un peu blasé après le Tour de France 2025, donc on m'a dit oui attends, c'est pas lui qui décide, c'est l'émir. Vous avez raison, voilà, ceux qui m'ont dit ça, vous aviez raison, j'avais tort, hein. Voilà, j'ai jamais prétendu avoir la science infuse dans le coup tordu, et on est là aussi pour échanger, et très souvent on dit des conneries, et moi le premier, et je les assume totalement. Je rappelle qu'il y a quelques mois je suis arrivé dans le podcast en vous disant mais Simon Yates ne gagnera jamais le Giro, donc voilà, donc ça voilà, c'est voilà, des saucisses on en dit bien évidemment. Donc moi ce qui m'intéresse c'est si vous voulez une sorte de pic sur le Tour de France. Alors il y a le fameux Mou, hein, j'en ai parlé un petit peu sur les réseaux sociaux. Alors Mou, il y a à boire, il y a à manger, pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est un Croate qui se prétend insider et qui prétend avoir des infos sur Tadej Pogačar. Dès 2024, c'est lui qui avait donné sur les réseaux sociaux les embrouilles entre Juan Ayuso et Tadej Pogačar. Après il y a aussi des trucs qu'il a pas vu, notamment le mal de genou de Tadej sur le dernier Tour de France. Il était un petit peu passé au travers. Pour la première fois de l'histoire, Mou va contre Poggi. Voilà, il dit que ça va être la fin de Pogačar en 2026. Il dit que Urska est complètement toxique, qu'elle lui batte la tête. Donc voilà, encore une fois, cela ne nous regarde pas. Mais si, cela nous regarde, hein. Voilà, moi quand je parle de tout ça, une fois il y en a un qui m'a dit sur TikTok, il me dit bah parle de vélo c'est mieux. Oui, mais quand je vous parle de tout ça, je parle de vélo. On en a parlé avec Corentin Denoli, notamment dans le podcast. Tout ce qui se passe autour de la vie d'un coureur et notamment dans la vie privée influe sur ses résultats sportifs, et c'est des critères qu'on est obligé de prendre en compte. C'est obligatoire, je veux dire, il y a pas de sinon faut pas jouer au paris sportif. Donc forcément une rupture ça fait mal, voilà, n'importe qui est triste après une rupture, ça va forcément impacter les performances sportives. C'est une obligation. Alors je dis pas que Tadej est en mode rupture, hein, je dis loin de là, et je vous dis pas que tout ce que dit Mou est parole de entre guillemets d'évangile, hein, vraiment, je vous le dis vraiment entre guillemets, hein, pour reprendre l'expression, voilà, mais pour la première fois, il vient mettre un pavé dans la mare de Tadej Pogačar. À rajouter également que Paris-Roubaix, c'est quand même assez dangereux. Paris-Roubaix, hein, pendant très longtemps, on n'envoyait pas les potentiels vainqueurs de Grand Tour sur Paris-Roubaix parce qu'on avait peur qu'ils se pètent. Encore une fois, moi, c'est pas du tout ce que je souhaite à Tadej Pogačar, mais je vais vous expliquer un petit peu le jeu. Pour moi, il y a un jeu qui me paraît assez sympa. Alors, j'ai tiré trois coureurs, à savoir Isaac Del Toro, Remco Evenepoel et Jonas Vingegaard. Alors, Jonas Vingegaard, bien évidemment, il va faire le Giro, mais je pense qu'il a la caisse pour enchaîner les deux grands tours. Le Giro c'est pas qu'il est pas si dur que ça. Il va être dur nerveusement pour Jonas Vingegaard, mais c'est pas un Giro avec un dénivelé monumental. Donc je pense qu'il a des possibilités de récupération jusqu'au Tour de France. Je pense qu'au niveau récup également du côté de la Visma, on sait faire. Donc je vais vous expliquer un petit peu l'idée du bet. Donc je vais partir sur Jonas Vingegaard que j'ai trouvé à une cote à 5,20, à 0,15% de bankroll. Remco Evenepoel, je suis vraiment très curieux de voir quels vont être ses progrès du côté de la Bora. En plus, en réalisant un hiver et une préparation complète, on en avait parlé, Remco avait une préparation tronquée, hein, c'est vraiment l'hiver qu'on met les fondations, donc sa préparation avait été tronquée pendant l'hiver 2024-2025. Là, si tout va bien, il va avoir une vraie préparation avec une nouvelle structure, un nouveau matos, une nouvelle cellule sportive. Donc ça, pour moi, c'est vraiment très très intéressant. Remco Evenepoel, la cote à 15, je vais partir sur 0,08% de bankroll. Et enfin Isaac Del Toro, cote à 40, alors ça vraiment ça m'intéresse, 0,03% de bankroll. Donc si vous cumulez la mise totale, on arrive à 0,08 plus 0,03, on arrive à 0,011, et 0,15 pour Jonas Vingegaard, on arrive à 0,26% de bankroll. Et maintenant, vous l'avez compris, vous avez deviné la suite du pic. On a un Tadej Pogačar, vainqueur du Tour de France, à peu près aux alentours de 1,25. Donc, c'est quelque chose qu'on couvrira. Je pense pas que avant le Tour de France, sa cote, elle diminue réellement.
Voilà, j'imagine pas. Peut-être au pire, il sera peut-être à 1,20. Mais en gros, ça fait un pic Vingegaard, Del Toro ou Remco Evenepoel remboursé ou quasiment remboursé si Tadej Pogačar. Donc ça, pour moi, voilà, je trouve que c'est un jeu qui en vaut la peine. Je vois pas qui pourrait être, je sais pas, Florian Lipovic, un 4e larron sorti du chapeau. Voilà, je sais pas. Pour moi, voilà, s'il y a un souci dans la saison avec Tadej Pogačar, voilà, pour moi, on est couvert avec un des 3 autres. Donc voilà, donc vous avez compris l'idée du bet. Donc pour l'instant, je pars sur Vingegaard, Del Toro et Remco. Et on réajustera avec Poggi. Et si jamais Poggi a un coup de moins bien ou un impondérable à un moment donné dans la saison, bah vous savez, dans le betting ça va vite. La cote, elle peut descendre à 1,3, à 1,4, voire à 1,5. Et il y aura peut-être aussi possibilité de couvrir encore un petit peu plus à ce moment-là, si vous voulez. S'il arrive à 1,5, à un moment donné, si la cote monte à 1,5, bah ça voudra dire qu'en plus, si Vingegaard, Del Toro, Remco ou Pogačar remportent le Tour de France, ça voudra dire que quoi qu'il en soit, on aura un bénéfice. Petit bénéfice si Poggi l'emporte, mais bénéfice quand même. Donc voilà, pour moi c'est le jeu. Donc positionné sur Remco, Del Toro et Vingegaard sur des cotes à 5,20, à 40 et à 15 avec des mises à 0,15, 0,03 et 0,08. Donc j'espère que vous aurez compris l'idée du bet. C'est pas de dire que Pogačar va perdre le Tour de France 2026, ça c'est une prédiction, je fais pas des prédictions, voilà, j'essaye simplement, modestement, de chercher des probabilités, de mettre le doigt dans des probabilités d'événements pour réussir à battre les bookmakers ou au pire, ne pas perdre, parce que comme dirait Benoît Tréanton, l'essentiel, c'est de réussir à préserver sa mise. Quand on réussit à préserver sa mise, c'est déjà très très bien. Voilà pour ce coup tordu, on s'est fait un beau petit épisode. Je sais pas à quel moment nous allons nous retrouver, peut-être pendant les fêtes, voilà, peut-être pas. Je ne sais pas et ça dépendra un petit peu, voilà, si j'arrive à vous dégoter des interviews d'ici à la fin de l'année. J'espère. Voilà les amis, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir nous retrouver sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas aussi à aller nous claquer des 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vraiment, c'est ce qui nous permet de donner la crédibilité au podcast, c'est ce qui permet d'avancer. Donc voilà. Donc je compte sur votre bienveillance, ça se passe bien. Continuez comme ça défonce tout. Et puis on se retrouve très très vite pour un nouveau coup tordu. Ciao les amis.